Tu as probablement déjà entendu l'histoire simple sur l'origine de l'argent. Un fermier avait des œufs, un boulanger avait du pain, un chasseur avait de la viande, et comme échanger une chose contre une autre devenait trop compliqué, les humains auraient inventé l'argent. Ça paraît évident, mais c'est probablement faux. Pendant plus d'un siècle, les anthropologues ont cherché une vraie société qui fonctionnait principalement avec le troc avant l'apparition de l'argent. Ils n'en ont jamais trouvé, pas un seul exemple clair. L'histoire du troc n'est pas la vraie origine de l'argent, c'est un mythe que l'on répète parce qu'il semble simple. L'argent n'a pas commencé comme un outil intelligent pour faire ses achats, il a commencé avec la dette. Et une fois que tu comprends cela, toute l'histoire de l'argent devient beaucoup plus sombre. L'argent, ce n'est pas seulement des pièces, du papier, de l'or ou des chiffres sur un compte bancaire. L'argent est un registre de qui doit quoi, un registre de qui contrôle le système, et un registre de qui peut changer les règles. Et voici le schéma inquiétant. Presque toutes les grandes formes d'argent suivent le même chemin. Les gens l'inventent, les gens lui font confiance, le pouvoir s'en empare, puis sa valeur est lentement vidée. Coquillages, pièces, papier, argent adossé à l'or, monnaie fiat, et maintenant, argent numérique. La matière change, la méthode reste la même. Voici l'histoire de l'argent. Et elle commence bien avant les pièces. Imagine un village, il y a des milliers d'années. Tu aides ton voisin à réparer son toit. Il ne te paie pas avec des pièces, parce que les pièces n'existent pas encore. Il te doit simplement quelque chose. Peut-être que plus tard, il te donnera du grain. Peut-être qu'il t'aidera pendant la récolte. Peut-être que sa famille rendra service à la tienne un autre jour. La dette vit dans la mémoire. C'était la première forme d'argent. Une relation, un registre à l'intérieur de la communauté. Mais lorsque les villages sont devenus des villes, la mémoire n'a plus suffi. Alors les humains ont commencé à écrire les dettes. Dans l'ancienne Mésopotamie, les temples et les palais enregistraient les dettes en argent, en grains et en travail, des milliers d'années avant l'apparition des premières pièces. L'argent n'a pas été créé pour rendre le commerce plus facile. Il a été créé pour tenir les comptes. Et dès que quelqu'un contrôle le tableau des comptes, il peut changer les règles du jeu. À mesure que les sociétés grandissaient, les humains avaient besoin d'objets physiques pour représenter la confiance, quelque chose de visible, quelque chose de transportable, quelque chose que tout le monde acceptait. Alors ils ont presque tout essayé, du bétail, du sel, du grain, des coquillages, du métal, des perles, même d'énormes pierres. Sur l'île de Yap, de grands disques de pierre étaient utilisés comme monnaie, même lorsqu'ils étaient trop lourds pour être déplacés. Ce qui comptait, ce n'était pas de déplacer la pierre, c'était que tout le monde sache à qui elle appartenait. En Afrique et en Asie, les kauris sont devenus l'une des monnaies les plus utilisées de l'histoire. Ils étaient petits, reconnaissables et difficiles à imiter au début. Mais la rareté est fragile. Si des étrangers inondent une région avec des coquillages bon marché venus d'ailleurs, la monnaie locale peut s'effondrer du jour au lendemain. Les coquillages sont toujours là, mais la croyance a disparu. Et quand la croyance meurt, l'argent meurt avec elle. Puis, vers le 7e siècle avant Jésus-Christ, en Lydie, les dirigeants ont trouvé une solution plus solide. Leur rivière contenait de l'électrum, un mélange naturel d'or et d'argent. C'était précieux, mais chaque morceau avait une pureté différente. Alors les rois lydiens ont fondu le métal, fixé le poids, fixé la pureté, puis frappé chaque pièce avec une marque officielle. Cette marque était une promesse. Le souverain garantit cette valeur. Tu n'avais plus besoin de tester le métal toi-même. Tu faisais confiance à l'autorité inscrite sur la pièce. C'était l'un des premiers vrais systèmes de monnaie frappée. Et il s'est répandu très vite. Les pièces étaient faciles à transporter, faciles à compter, pratiques pour payer les soldats et collecter les impôts. Mais quelque chose de dangereux venait d'arriver. L'argent portait désormais le pouvoir politique. Le symbole du souverain était dans ta main. Et dès que les dirigeants ont compris cela, ils ont découvert une ruse à laquelle presque aucun gouvernement n'a résisté. Ils pouvaient faire en sorte que l'argent ait la même apparence tout en valant moins. Rome a transformé cette ruse en art. Le denier romain a commencé comme une pièce d'argent fiable. Mais les empires coûtent cher. Les armées doivent être payées, les frontières doivent être défendues, la loyauté doit être achetée. Alors les empereurs récupéraient les pièces d'argent grâce aux impôts, les faisaient fondre, ajoutaient des métaux moins chers, les frappaient à nouveau, puis les remettaient en circulation. La pièce avait le même aspect, mais elle contenait moins d'argent. Au début, les gens le remarquaient à peine, puis les prix montaient. Les anciennes bonnes pièces disparaissaient parce que les gens les gardaient cachées et dépensaient les mauvaises. Au IIIe siècle, le denier avait perdu presque tout l'argent qui faisait sa valeur. Rome avait appris à vider la monnaie de sa valeur, discrètement. Et ce schéma allait revenir encore et encore. Rome l'a fait avec l'argent métal. La Chine l'a fait avec le papier. En Chine, transporter de lourdes chaînes de pièces de cuivre était épuisant. Alors, les marchands ont commencé à laisser leurs pièces chez des commerçants de confiance et à emporter des reçus en papier. Au début, c'était brillant. Le papier était léger, le commerce devenait plus simple, la richesse circulait plus vite.
Sous la dynastie Song, le gouvernement a émis une monnaie officielle en papier. Mais le papier a une faiblesse fatale. Il est beaucoup plus facile à créer que le métal. Une pièce doit être extraite, fondue et frappée. Le papier, lui, peut simplement être imprimé. Et les dirigeants ont imprimé. Puis, ils ont imprimé encore plus. Les billets avaient toujours l'air officiel. Ils portaient toujours l'autorité. Mais la valeur derrière eux devenait de plus en plus faible. Finalement, le système s'est affaibli et les dynasties suivantes sont revenues vers le métal. Empires différents, matières différentes, même fin. L'argent était devenu plus léger et plus rapide, mais aussi plus facile à corrompre. Puis l'Italie de la Renaissance a encore transformé l'argent. L'argent n'avait plus besoin de rester immobile. Il pouvait circuler de manière invisible. Les Médicis de Florence sont devenus les maîtres de ce nouveau système. Leur banque n'est pas devenue puissante en extrayant de l'or ou en conquérant des terres. Elle est devenue puissante grâce au crédit, au papier, au taux de change et à la distance. L'Église condamnait les intérêts sur les prêts comme un péché. Alors les banquiers les ont déguisés. Un marchand pouvait déposer de l'argent à Florence et recevoir de l'argent plus tard à Londres, dans une autre monnaie. Le bénéfice de la banque était caché dans le taux de change. Cela ressemblait à un simple échange de devises. Mais en dessous, cela fonctionnait comme un intérêt. L'argent est devenu un réseau, invisible, rapide et abstrait. Et plus l'argent devenait abstrait, plus il devenait difficile pour les gens ordinaires de voir où la valeur était prélevée. Pendant des siècles, le monde a essayé de régler ce problème en liant l'argent à quelque chose que les dirigeants ne pouvaient pas créer facilement. L'or. Un billet de papier était une promesse. Tu pouvais l'apporter à une banque et l'échanger contre une quantité fixe d'or. Cela signifiait que la quantité d'argent dépendait de la quantité d'or réellement détenue par un pays. C'était une chaîne. Et pendant un temps, cela a fonctionné. À la fin du 19e siècle, une grande partie du monde commercial s'était tournée vers l'étalon or. Les prix sont devenus plus stables. Les monnaies sont devenues plus fiables. Mais l'or a un problème. Il ne se soucie pas de la guerre. Quand la guerre arrive, les gouvernements ont besoin de plus d'argent que leurs réserves d'or ne le permettent. Alors pendant la Première Guerre mondiale, pays après pays, les gouvernements ont suspendu la règle de l'or et imprimé ce dont ils avaient besoin. L'encre ne tenait que lorsqu'elle était pratique. Puis l'Allemagne a montré au monde ce qui se passe quand l'encre disparaît complètement. Après avoir perdu la Première Guerre mondiale, l'Allemagne devait payer d'énormes sommes qu'elle ne pouvait pas se permettre. Alors, elle a imprimé de l'argent, jour et nuit. En 1923, la monnaie s'effondrait. Les prix doublaient en quelques jours. Un pain qui coûtait autrefois quelques marks pouvait coûter des milliards. Les travailleurs étaient payés avec des piles de billets et se dépêchaient de les dépenser avant que les prix ne montent encore. Les économies accumulées pendant toute une vie disparaissaient. Certaines personnes brûlaient des billets parce que le papier valait moins que le bois. Quand l'argent meurt, il ne détruit pas seulement les prix, il détruit la confiance. Après la Seconde Guerre mondiale, le monde avait besoin d'un nouveau système. En 1944, les représentants de 44 pays se sont réunis à Bretton Woods, dans le New Hampshire. L'accord était simple. Le dollar américain serait lié à l'or. Les autres monnaies seraient liées au dollar. Ainsi, le monde ne faisait plus directement confiance à l'or. Il faisait confiance à la promesse de l'Amérique. Pendant environ 25 ans, le système a tenu. Puis les États-Unis ont commencé à dépenser massivement pour la guerre à l'étranger et les programmes sociaux à l'intérieur du pays. Il y avait plus de dollars en circulation dans le monde que l'Amérique n'avait d'or pour les garantir. La France l'a remarqué et a réclamé de l'or réel. Les coffres ont commencé à se vider. Le 15 août 1971, le président Richard Nixon a annoncé que le dollar ne pouvait plus être échangé contre de l'or. Il a dit que c'était temporaire, c'est devenu permanent. À ce moment-là, le dernier lien entre l'argent mondial et un objet physique a été coupé. L'argent est devenu de la monnaie fiat pure. Fiat signifie quelque chose comme « que cela soit fait ». La monnaie fiat a de la valeur parce que le gouvernement dit qu'elle en a et parce que tout le monde accepte de l'utiliser. L'argent dans ton portefeuille n'est pas une promesse d'or. Ce n'est pas une promesse d'argent-métal. Il fonctionne parce que les gens croient que le système fonctionnera encore demain. Mais dès que l'argent n'est plus lié à quelque chose de rare, il n'y a plus de limite naturelle. De la nouvelle monnaie peut être créée par la politique, la dette, les banques centrales ou de simples chiffres sur un écran. La vieille ruse romaine n'a pas disparu. Elle est devenue moderne. Au lieu de mélanger du cuivre aux pièces d'argent, les gouvernements augmentent la masse monétaire. Au lieu de rogner le métal, ils diluent le pouvoir d'achat. Le nombre sur le billet reste le même. Mais chaque année, il achète moins. Et comme cela arrive lentement, la plupart des gens appellent cela « normal ». Puis est arrivé 2008.
Les banques avaient construit des montagnes de risques sur des prêts immobiliers considérés comme sûrs. Ces prêts ont été regroupés, vendus, assurés et empilés jusqu'à ce que presque plus personne ne comprenne à quel point le système était fragile. Quand les prix de l'immobilier ont cessé de monter, la machine s'est fissurée. Lehman Brothers s'est effondré, les marchés ont gelé. Pendant un instant, le système financier mondial a semblé pouvoir s'arrêter. Puis les gouvernements et les banques centrales ont créé des milliers de milliards pour le sauver. Les institutions qui avaient pris les risques ont été sauvées. Des millions de personnes ordinaires ont perdu leur maison, leur emploi et leurs économies. Et beaucoup se sont posé la même question. Pourquoi faisons-nous confiance à ces institutions avec notre argent ? Alors que la crise était encore en cours, quelqu'un a proposé une réponse. Le 31 octobre 2008, une personne ou un groupe appelé Satoshi Nakamoto a publié un document décrivant Bitcoin. Une monnaie sans banque centrale, sans émetteur gouvernemental, sans entreprise unique aux commandes. Au lieu de faire confiance à une institution, les utilisateurs feraient confiance à un registre public partagé entre des milliers d'ordinateurs. Un registre que tout le monde pouvait consulter, mais que personne ne pouvait modifier en secret. D'une manière étrange, Bitcoin ramenait l'argent à sa plus vieille idée. Un registre de qui possède quoi. Mais cette fois, ce registre ne vivait pas dans un temple, un palais, une banque ou un bureau gouvernemental. Il vivait partout à la fois. Et son offre avait une limite stricte. Il ne pourra jamais exister plus de 21 millions de bitcoins. Aucun empereur ne peut le diluer. Aucune banque centrale ne peut en imprimer davantage. Aucun politicien ne peut changer discrètement l'offre pour payer une crise. Du moins, c'était la promesse. Quand Bitcoin a été lancé en janvier 2009, son premier bloc contenait un message sur le sauvetage des banques. Ce n'était pas seulement du code, c'était une protestation. Pour la première fois depuis des milliers d'années, il existait une forme d'argent conçue pour résister à l'ancien schéma. Mais le pouvoir n'ignore jamais l'argent. Il ne l'a jamais fait. Les gouvernements ont vu monter les monnaies numériques et ont retenu une autre leçon. Si l'argent devient numérique, alors l'argent officiel peut devenir numérique lui aussi. C'est l'idée derrière les monnaies numériques de banque centrale, ou CBDC, une monnaie nationale émise numériquement par une banque centrale. Au début, cela semble pratique. Paiement rapide, plus besoin de cash, transfert simple. Mais il y a une différence entre l'argent numérique que tu contrôles et l'argent numérique qui peut te contrôler. Le cash est privé. Une monnaie numérique émise par l'État pourrait ne pas l'être. Chaque transaction pourrait être visible. L'argent pourrait être programmable. Les paiements pourraient être bloqués, limités, suivis ou même programmés pour expirer. Cela ne peut pas dire que chaque CBDC sera utilisé ainsi, mais cela veut dire que cette possibilité existe. Et l'histoire montre que lorsqu'un pouvoir obtient une nouvelle capacité sur l'argent, il l'ignore rarement pour toujours. L'argent a commencé comme une mémoire de dette, puis il est devenu coquillage, puis métal, puis pièce, puis papier, puis crédit bancaire, puis promesse d'or, puis fiat, puis chiffres sur des écrans. Maintenant, la prochaine forme est en train d'être construite. Et la question n'est plus seulement de savoir ce que vaut l'argent. La question est de savoir qui peut le voir, qui peut le créer, qui peut le geler, qui peut changer les règles. Voilà pourquoi l'histoire de l'argent n'est pas vraiment une histoire d'objet. C'est une histoire de contrôle. Chaque dirigeant de cette histoire l'avait compris. Les rois qui frappaient les pièces, les empereurs qui diluaient l'argent métal, les gouvernements qui imprimaient du papier, les banques qui cachaient le pouvoir dans les contrats, les États qui brisaient leurs promesses d'or, les institutions qui créaient de l'argent pour se sauver elles-mêmes. L'argent n'a jamais été seulement de l'argent. C'est la machine silencieuse sous la civilisation. Et la plus vieille ruse fonctionne mieux quand les gens qui utilisent l'argent n'y prêtent pas attention. Mais maintenant, toi, tu y prêtes attention. Alors quand la prochaine version de l'argent arrivera sur ton téléphone, dans ta banque ou dans le système de paiement de ton pays, la vraie question ne sera pas de savoir si elle est rapide. Elle ne sera pas de savoir si elle est pratique. Elle ne sera même pas de savoir si elle est numérique. La vraie question est la même que celle que les humains affrontent depuis que la première dette a été écrite. Qui contrôle le registre ? Et que se passe-t-il si ce n'est pas toi ?